bien là. Hein. Alors Ismaël, tes premières impressions en Périgord? Bah écoute, je suis en lévitation un peu là quand même. Il y a le bruit des oiseaux, toute cette végétation qui est quand même assez luxuriante. J'adore les troncs tout tordus là. Enfin, voilà, ça me fait cet effet-là, tu vois, de vraiment être arrivé dans une nature qui est très douce, très belle, très enveloppante. C'est vrai qu'il y a une véritable osmose ici entre la nature et l'homme. Voilà. Eh mon ghost. Waouh. Ah. C'est bon, hein? Ah ouais, vraiment. Bon, eh bien, c'est justement cette respiration, ce bien-être dans la nature que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans vos nouvelles échappées belles. Je pense que vous l'avez compris, on va explorer ensemble le Périgord. Si je suis venu ici, c'est parce que ce coin de France est connu pour l'harmonie qui règne entre l'homme et la nature depuis des millénaires. Et je ne sais pas vous, mais je crois qu'on est de plus en plus nombreux à se demander comment vivre plus en lien avec la nature ou dans la nature. Eh bien, les gens qui m'attendent ont fait ce choix de vie et j'ai vraiment envie d'aller voir ce que ça leur rapporte comme bonheur au quotidien. Alors, ce que je vous promets, c'est qu'on va découvrir des paysages à couper le souffle et puis des gens, un peu comme Aude, très sympas, qui en tout cas valent le détour et qui ont beaucoup à nous offrir et à nous apprendre. Alors, parez pour l'aventure les amis, c'est parti! C'est parti! Dans le Périgord, Waouh, qu'est-ce que c'est beau ici! N'est-ce pas? On a l'impression d'être posé, suspendu dans le paysage. On est à l'intérieur même de ce paysage. la nature est un trésor. Je considère qu'ici, c'est un des plus beaux lieux du monde. C'est ce qui a en partie fondé mon intérêt pour l'histoire, pour le Périgord et pour la nature. Que l'on se transmet de génération en génération. C'est un jardin dans lequel on a une impression de calme et de sérénité. On est dans un univers mystérieux et en même temps dépaysant. Plein de couleurs, plein de formes. Et en fait, je crois qu'il faut plus d'une vie pour arriver à faire le tour de toute cette richesse qu'on peut avoir autour de nous. Une nature apprivoisée. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'artopierre. C'est l'art de sculpter des végétaux. Tous les jours, il faut maîtriser la nature parce que les rhizomes aquatiques, les feuillages, tout pousse très très vite. On y est tous les jours, il ne faut pas se laisser déborder. Qui inspire. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais des chèvres et des moutons, je pense pas que j'aurais signé direct. Quand vous mangez 1 kilo de miel, ça veut dire qu'il y a des abeilles qui ont parcouru le tour du monde pour récolter le nectar nécessaire pour le produire. Et qui rend les gens heureux. Moi, je suis venu chercher cette harmonie entre l'homme et la nature. C'était un peu mon fantasme périgourdin, si j'ose dire. Et ici, c'est parfaitement réussi, quoi. Ismaël Khelifa garde les pieds sur terre. Ah oui, dis donc, la terre est toute mouillée. Et puis ça sent la terre, ça sent pas les produits chimiques. C'est ça. Pour une échappée vraiment verte. C'est un peu comme le cinéma, on voit défiler les images, c'est parfait. Si tu regardes à droite entre les arbres, on peut déjà apercevoir Saint-Amand. Ah oui! Saint-Amand-de-Coly, c'est un des plus beaux villages de France. J'imagine que si tout est comme ça, vous devez souvent gagner le concours, effectivement. Ah, c'est un beau cadeau que tu me fais de commencer dans un si bel endroit. Hein. Waouh! L'abbatiale de Saint-Amand. Et elle date de quand, cette abbatiale, alors? Elle a plus de 1000 ans. Donc il y a de la vie depuis très longtemps dans ce village, alors? Les premières traces remontent au 6e siècle. Non, trop mignon. Ouais, c'est beau, ça. L'amour est dans le pré. Ça me fait vraiment quelque chose de commencer mon voyage dans le Périgord avec une châtelaine, Aude. Je me suis jamais vraiment considérée comme telle. Hein. C'est vrai que je me considère plus comme une gardienne d'un monument assez unique. Et puis, je suis pas seule, je suis avec ma famille et c'est aussi une formidable aventure familiale qu'on vit ensemble. Et en fait, c'est mes ancêtres qui ont bâti ce lieu au XIIe siècle. Puis bon, il était sorti de la famille. Et c'est mon père qui, un jour, est tombé dessus. Et c'était à l'époque vraiment un site complètement englouti par la végétation dans une vallée qu'on appelle la vallée oubliée. Un château englouti dans une vallée oubliée, tu me vends du rêve, là. Hein.
C'est vraiment un lieu hors du temps, quoi. Bon, les brebis ont bien mangé, je pense qu'on va pouvoir y aller. Voilà Ismaël et Aude, on va les ramener ensemble. Salut! Bonjour! Bonjour! Salut, salut Christophe! Ça va, ça s'est bien passé? Super. Écoute, on n'est pas les meilleurs cavaliers du monde, mais on ne s'est pas si mal débrouillé, hein, finalement. Et il est magnifique, votre troupeau. Hein. Merci. Donc Christophe et Anne, avec leurs moutons, ils font du pastoralisme. On est venu ici pour entretenir des espaces qui sont un peu en déprise agricole. Donc tout ce qui reste en prairie, on essaye de le garder ouvert parce que c'est vraiment un trésor de biodiversité. Dans les prairies sèches, il y a le quart de la flore protégée en France. Et du coup, si on continue à les faire pâturer par les animaux, elles vont perdurer. Et nous, on est passionnés par ça aussi, conduire le troupeau avec nos chiens, et ça nous plaît beaucoup. Et c'est chouette de pouvoir le faire parce que c'est en même temps utile. Allez, allez! Allez, Ghost! Allez, Ghost! Et à quoi on doit penser pour être efficace dans la poussée des moutons? Il faut vraiment imprimer ton intention à ton cheval. Il faut qu'il sente ce que tu veux faire et il faut que tu lui donnes la motivation nécessaire pour qu'il soit impressionnant pour les moutons. D'accord. Vas-y Ismaël, à droite, là, il y en a qui commencent à partir. Ouais. Et là, hop, tu reviens toujours sur le côté. Va pas dans le milieu du troupeau pour pas bloquer les dernières brebis. Ouais, voilà mon gosse. Voilà, super Ismaël. Oh, c'est dingue. J'adore ce moment. Minor. Kaya Minor. Gora. Makaya Gora Edera. Gora. Ça va Christophe? Ça va et toi? Ça se passe bien? Super. Écoute, j'adore. Et je t'entendais donner tes ordres à tes chiens, mais c'est quoi comme langue? Makaya, il est dressé avec des noms latins de plantes, parce que je suis assez passionné de botanique. On a également un berger belge malinois qui est dressé en occitan. D'accord. Et j'ai un petit berger des Pyrénées qui est dressé avec des noms de danse. Et donc chaque chien a son langage pour qu'il exécute vraiment l'ordre qu'on lui donne. Par exemple, si tu veux dire à celui à qui tu parles en latin, va à droite, tu lui dis comment alors? Je lui dis Dianthus. 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 Si je veux lui dire à gauche, je lui dis Gora. Et Dianthus, c'est un nom de plante alors? Exactement, c'est un œillet. Bon nos chemins se séparent ici, je vais récupérer vos chevaux. Ok. Et puis... Nous, on tourne à droite. Puis moi, je t'emmène à Comarque. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup Anne et Christophe. Avec plaisir. Bon voyage, bonne découverte du Périgord. Merci beaucoup de m'avoir supporté toute la journée. C'est top, mon gars. Merci, Ghost. Et Dianthus. Non, nous, on va à Goria, c'est ça? Gora. Nous, on va à Gora, vous allez à Dianthus, les gars. Ok. Salut. Ciao. T'as du vent au sol, Polo, ou pas là-bas? C'est la première fois que je peux voler en montgolfière. Le fait de décoller le matin de bonne heure avec cette lumière, effectivement, c'est assez magnifique. En tant que géographe, justement, on peut lire ce paysage-là, on peut prendre de la hauteur. On perçoit effectivement les grands ensembles géographiques. D'un côté, le Massif central là-bas au fond, ce grand plateau calcaire, avec cette ligne d'horizon tout autour de nous. Là, on découvre toutes ces courbes, on découvre tous ces jeux de lumière, la rivière où le soleil se reflète. On a l'impression d'être posé, suspendu dans le paysage. On est à l'intérieur même de ce paysage. Des paysages dans lesquels les hommes ont appris à vivre au fil des siècles. Philippe Roubinet est orpailleur. Il parcourt les rivières du Périgord pour y trouver de l'or, comme les Celtes,
2500 ans avant lui. On ne cherche pas forcément du sable très fin, on va chercher plutôt un petit peu granuleux, un petit peu des graviers, mais ça dépend aussi des rivières et des types de rivières. Les roches du Périgord sont riches en or depuis 500 millions d'années. Au fil des siècles, elles se sont désagrégées dans les rivières en y déposant le précieux métal. Alors en fait, moi j'ai découvert ça tout petit. Donc j'ai appris tout seul déjà à comprendre les familles de roches, la géologie, plein de choses. Et puis un jour, les mines d'or ont réouvert dans mon village, juste à côté, et j'y ai travaillé 20 ans. Et puis du coup, les mines ont fermé en 2002 et j'ai décidé de m'installer comme chercheur d'or. Alors là, on est riche de découvertes, mais on n'est qu'en microgrammes et on ne va pas faire fortune avec ça. On va juste voir qu'il y a de l'or dans la rivière. Et là, déjà, on est bien là, parce que c'est pas comme ça à tous les coups non plus. Il y a ce côté recherche, oui, la passion, le rêve de trouver toujours quelque chose de magnifique. Et quand c'est dur et qu'on trouve, même si c'est pas très gros, on est heureux, on a le plaisir de la découverte, ce que j'appelle la vraie découverte. En Périgord, les rivières façonnent depuis toujours les paysages. La Dordogne, immuable maîtresse des lieux, a creusé son lit dans des vallées bordées de falaises, offrant ainsi aux hommes des abris naturels. Au creux de la paroi du village de la Roque-Gajac, on peut encore voir des refuges troglodytes. Lorsque la Dordogne est arrivée, j'allais dire contre la roche, elle a dû faire un méandre très important puisque la roche devait être plus dure que les roches autour. Et donc là, on voit que entre la falaise et la Dordogne, l'espace en réalité est assez étroit. Et c'est sur cet espace étroit que le village s'est construit. Et on voit bien que voilà, l'espace est doublement nourricier. La falaise qui protège et la Dordogne qui nourrit. Au XVIIe siècle, la Roque-Gajac devient une cité florissante. Elle se développe à flanc de falaise, créant un paysage fascinant qui ne cesse d'attirer les artistes. Romain Bondonneau est de ceux-là. Alors c'est évidemment ici un paysage qui m'inspire puisque j'ai grandi sur la falaise juste à côté. Donc j'ai beaucoup parcouru les trous avec un certain vertige, une certaine excitation enfantine et je considère qu'ici c'est un des plus beaux lieux du monde. C'est ce qui a en partie fondé mon intérêt pour l'histoire, pour le Périgord et pour la nature. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont su s'acclimater à la nature du Périgord, allant parfois jusqu'à la modeler, mais en y vivant toujours en harmonie. J'adore l'ambiance. Et on arrive bientôt à Comarque, là? Au bout de ce petit chemin, au milieu de cette nature pittoresque, on va découvrir le château de Comarque. Au milieu de cette nature pittoresque. Mais remarque, c'est vrai. Et tu as toujours vécu ici? J'ai grandi ici, en Dordogne. Et puis, c'est vrai que vers mes 8-10 ans, la vie m'a amenée à quitter le Périgord pour vivre à Paris. Ah oui, d'accord. Et l'intuition m'a poussée à revenir ici et à continuer l'œuvre monumentale que mes parents ont réalisée pendant leur vie. Attention, regarde bien où tu mets les pieds. Il y a des belles pierres de taille encore un peu partout là, qui se sont écroulées. Hein. Mais attends, mais c'est quoi ce mur-là? C'est un mur d'élévation qui reste, mais à l'époque, c'était une place forte. On est dans la maison, quoi. C'est ça. Et tes parents, quand ils sont arrivés ici à 60 ans, c'était tout comme ça, avec les murs mangés par la végétation? Ah non, mais c'était pire, parce que là, on en voit un bout. Mais la terre arrivait jusque bien au-dessus des fenêtres. Ah oui? À l'époque, ouais. Ça avait été abandonné pendant plus de 400 ans. Donc on pressentait qu'il y avait un trésor caché sous nos pieds, mais on ne savait pas quoi. Et on est toujours en train de continuer à révéler ce qui est encore caché. C'est un peu l'Angkor Wat du Périgord. Ah oui, comme le temple d'Angkor au Cambodge. Exactement. Elle est bien fraîche. Hein. T'es prêt? Allez, on y va.
Attention. Je te fais vraiment confiance. Hein. Et stop. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Waouh. Oh là là. L'éternité devant soi. Oh là là, c'est bluffant ça. C'est fou cet endroit. J'ai l'impression d'être dans un dessin animé, tu sais. J'arrive et hop, le château qui s'ouvre devant moi, quoi. T'es prêt à partir à l'assaut du château? Ah ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Oh là là là. Donc là, on est passé sous l'arche de la chapelle. On appelle ça l'entrée par le sacré. C'est une protection à la fois militaire et sacrée. Il servait à quoi ce château d'ailleurs? C'est difficile à imaginer, mais à l'époque, il y avait une route qui passait en bas. Il y avait une route marchande très importante qui reliait des axes Sarlat à Montignac. Alors, donc on sécurisait la route commerciale. Verrou. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à imaginer la route qui passe en bas parce qu'aujourd'hui c'est recouvert par cette espèce de jungle qui est vraiment impressionnante, quoi. C'est rare finalement de voir des lieux comme ça où il n'y a aucune insertion de l'homme contemporain. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'hôtel ou... De parking, ouais, c'est vrai que c'est très préservé et protégé. Mais tu vois, moi je suis venu chercher cette harmonie entre l'homme et la nature. Enfin, c'était un peu mon fantasme périgourdin, si j'ose dire. Et ici, c'est parfaitement réussi, quoi. Vraiment. Tu as le château de Lossel en face, oh là qui est un là château là là. 14e. Et en fait, c'est vraiment deux châteaux qui fonctionnaient ensemble comme Arc et Lossel. Ismaël, t'es prêt? Prêt pour quoi? Je vais te proposer une action qui va être sûrement un peu palpitante pour toi. Enfin, je te propose de te jeter dans le vide et tu vas expérimenter ce que fait Frédéric et ce que font les escaladeurs pour prendre soin et puis pour préserver ce site. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de végétation, mais il est nécessaire de temps en temps de faire des diagnostics pour voir si tout va bien. Attends, ça veut dire qu'il descend le long des parois, exactement, là? Tout à fait. Et tu veux que moi je fasse ça? Exactement. Tu vas te mettre un petit peu dans la peau de ceux qui ont contribué à sauver ce lieu. D'accord. T'es prêt? Non. Oui, je comprends. Ok. Bon, bah, allons voir Frédéric. Allez, on y va. Hop, et voilà. Frédéric, salut, tu vas bien? Bonjour Frédéric. Je te présente Ismaël. Ismaël, Frédéric. Salut Frédéric, enchanté. Là, Voilà. faut se jeter dans le vide, c'est ça? Non, faut se pendre sur une corde et se laisser descendre gentiment. Ah, mais j'aime bien. Il le présente bien mieux que toi. C'est vraiment un bon pédagogue. D'accord. Bon bah, salut Aude. Hein. Allez. Allez. Oh les cœurs. Allez Ismaël, j'ai tout cœur avec toi. Voilà. Je me sens moins seul. Mieux, ouais. Et alors raconte-moi comment tu travailles ici alors, parce que c'est, je vois qu'il y a des petits lichens, des petites mousses. Voilà, je nettoie un petit coup de brosse pour que ça ne revienne pas trop vite. D'accord. Mais là tu vois, cette partie-là est assez propre, quoi. Et c'est quoi alors l'objectif quand tu nettoies? Au début, tu as ce petit lichen qui s'installe. Derrière, tu vas avoir des petites mousses qui vont créer un substrat qui permettra à d'autres végétaux de s'ancrer sur les parois. Et c'est ce petit substrat qui va corroder le calcaire, déjointer les pierres et qui finira donc par effondrer les murs. Bravo pour tout ça. Bon, et tu descends avec moi ou pas? Là, je vais remonter parce que j'ai laissé des outils. Puis je vais te laisser descendre tout seul. Attends, je descends tout seul là? Ouais, tout seul. Respire un bon coup. Allez, profite. C'est un beau moment. Allez, Ismaël.
suis contente que tu sois là quand même. T'as pas trop peur pour moi? Non. Bah, c'est vrai que d'en haut, c'est vraiment impressionnant. Mais là, ça m'a créé une espèce d'émotion. Voilà, je serai pour toujours attaché à cet endroit, quoi. Bon, on attaque. Allez, on attaque, Hubert. Il y a des bons produits du Périgord. Je prends un peu de temps. Ah ben, c'est fait pour. Il faut vous dire que c'est la deuxième fois qu'on fait du feu dans cette cheminée, depuis le XVIe siècle. Ah, c'est un honneur de se dire que c'est le deuxième feu en 400 ans, alors. On peut dire ça, absolument. Ouais, c'est classe, absolument. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous m'avez préparé, là? Alors, là, on a les figues au foie gras. Et puis on a du magret au foie gras. Ah, donc du canard au canard. Je suis content parce que j'avais pas encore mangé de canard, donc j'ai l'impression que j'étais passé à côté de quelque chose. Hubert, vous avez vu ce château quand il était englouti ah ouais, complètement. Dans la forêt. Enfin, le premier jour où vous êtes arrivé là, vous vous êtes dit quoi? Ben, qu'il fallait le sauver, qu'il allait se détruire, qu'il allait disparaître. Vous parlez de ça comme si c'était normal, mais moi, quand j'arrive devant une forêt où il y a une ruine, je me dis pas ouais, allez, je vais faire sortir un château là. Enfin, vous avez une petite folie quand même en vous, non, pour faire ça? Une grande. Ah bah voilà. Une grande. Et vous êtes fier là aujourd'hui de ce que vous avez réalisé ou pas? Bah, je sais pas si c'est. C'est pas fini en plus, hein, c'est que le début, j'ai l'impression. Et je suis fier surtout de voir mes enfants qui prennent le relais. Ça, c'est vraiment, évidemment, une grande satisfaction que je ne pouvais pas espérer, imaginer. Et ils ont fait, j'allais dire, le sacrifice de changer de vie complètement pour venir dans des conditions qui ne sont pas faciles. Pour l'instant, le résultat économique n'est pas à la hauteur, forcément. On tient à vous remercier, Aude et moi, de l'intérêt que vous avez pu porter, de l'investissement, de l'échange qu'on a pu avoir. Et vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Pour que je fasse 35 mètres de rappel sur une façade, alors que j'ai peur du vide, sur une façade de château, c'est que j'étais porté par le lieu quand même. Bon, bah à la vôtre alors. À la vôtre. Et à Comarque. Hein. Merci infiniment. Vous êtes beaux tous les deux là. Si les châteaux dominent dans les paysages du Périgord, certaines richesses ne sont pas visibles au premier regard. Elles se cachent sous les plateaux calcaires, au creux des falaises. À Maxange, la nature a sculpté un monde féerique. Olivier est un des propriétaires de la grotte. Il connaît la moindre cavité comme sa poche. Car pour que tout fonctionne, il doit se glisser dans les moindres recoins. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'ouverture de la saison touristique. Et tout doit être en ordre pour accueillir les premiers visiteurs. Quand on est habitué à vraiment bien connaître la grotte, il y a toujours une odeur, une atmosphère qui nous fait dire que voilà, il y a une nouvelle saison qui se reprépare. L'hiver est long, donc on est content de reprendre un peu de service et puis de rencontrer tous ces gens qui viennent visiter la grotte. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors 19 €, merci. Voici, je peux connaître votre département, s'il vous plaît? 76. Aux grottes de Maxange, on travaille en famille. Cyril, le frère d'Olivier, s'occupe de la billetterie. Pour lui, s'investir dans sa région était une évidence. Merci à vous, bonne visite. Merci. Il n'y a qu'à voir l'environnement dans lequel on vit. Nous, on est nés ici, on a nos racines ici. Je me voyais mal, comme certains de mes amis, trouver un boulot dans un bureau en ville. On avait ici le cadre de vie qu'on a, le bureau qu'on a. On travaille dans un site naturel, on voit du monde tous les jours. La Dordogne est à côté, on est entouré de châteaux. Le choix, il est vite fait. Alors attention à vos têtes, les grands, ici à droite, en arrivant. Là, ces compressions sont bien anciennes.
On a envoyé un échantillon de stalagmites en laboratoire. Il était daté d'environ 140 000 ans. Et ce qui est intéressant d'observer également, c'est que eh bien, les excentriques sont plus jeunes et sont datés d'environ une dizaine de milliers d'années. La particularité des grottes de Naxange, c'est qu'on la trouve en grand nombre, en densité. On voit des parois qui sont complètement recouvertes d'excentriques. Et ça, c'est assez exceptionnel de l'observer. Les excentriques sont une curiosité géologique. Ces concrétions aux formes déviant la gravité sont modelées par l'eau qui s'infiltre très lentement et en faible quantité. La formation, l'excentrique, c'est pas comme une stalagmite où l'eau tombe sur la concrétion et c'est pas le long de la stalagmite, ça va être vraiment une excentrique. L'eau va suivre la concrétion et les cristaux vont pouvoir partir du coup dans toutes les directions parce que la goutte d'eau est très légère. Tu te rends compte à l'époque, quand j'ai découvert la grotte, là, il n'y avait pas ce beau mur, il n'y avait pas cette porte, il n'y avait pas ces aménagements. Ah non, c'était juste la grille là-haut. Il y avait la grille de protection, ouais. C'était... Et à l'intérieur, je t'en parle pas. La découverte de cette grotte, c'est à Angèle, le père de la famille Caballero, qu'on la doit. À l'été 2000, alors qu'il exploite une carrière de pierre, il découvre une faille dans la roche. Il s'y glisse en rampant et voit des concrétions. Des fois, l'été, j'ai des amis qui venaient en vacances, qui venaient me rendre visite à la grotte. Et en forme de boutade, je leur disais si je pouvais découvrir une grotte, que j'arrête de m'embêter avec ce métier. Et puis, c'est arrivé. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu, mais c'est arrivé. Et puis aujourd'hui, ça a été le début d'une aventure. La grotte est ensevelie sous des centaines de mètres cubes de terre. Pendant 3 mois et demi, père et fils vont déblayer plus de 200 mètres de cavité. Alors, vous voyez cette grille-là, elle représente l'espace qui existait le jour où on a découvert la grotte. Et si on suit le mouvement de mon laser, là, vous voyez où la Terre arrivait. Donc, on marchait à 4 pattes jusqu'à ce que ça se bouge complètement. C'est le premier endroit où j'ai découvert vraiment autant de concrétion, ce plafond de concrétion. Et qui restera, bon, jamais, ce moment restera jamais aggravé dans ma vie. C'est assez exceptionnel ce qu'on voit là. Angèle, Cyril et Olivier savent que la grotte aux étoiles cache d'autres trésors. Ils espèrent bientôt pouvoir les découvrir. J'en voudrais une cinquantaine. Hein, cinquantaine. À quelque chose près, oui. Okay. Plutôt plus que moins. Hein. Allez, voilà. On y va alors, du coup. Alors, on est à 25. Oui, 25. Mais même si on a un peu plus. Hein. Bonjour messieurs. Vous avez tout ce qu'il faut. Patrick. Bonjour. Okay. Enchanté, Ismaël. Ça va bien? Très bien, très très bien. Bonjour monsieur. Bonjour Ismaël. On travaille comme vous voyez. Et vous c'est Thomas. Thomas, salut Thomas. Vous faites un bon support de cagette, cela étant dit. Ouais, c'est la technique ça. Qu'est-ce que vous achetez de beau là, Patrick? De la santoline pour mettre au pied des pommiers. Faisons ça à Irignac. Mais avec vous, on plonge directement dans le sujet. Hein. Rendez-vous chez le pépiniériste. Pour quelqu'un qui a un des plus beaux jardins à la française qui soit, c'est... Le plus beau de Dordogne, le plus beau de Dordogne. Ah bon, du monde peut-être, non? Non, non, de Dordogne. C'est le plus beau de Dordogne. C'est déjà pas mal. Tout le monde pense qu'il a le plus beau jardin et c'est normal. J'aime ce jardin comme j'aime un enfant, comme j'aime mon fils. Peut-être quelquefois plus. Parce que le jardin me donne beaucoup de satisfaction. Mon fils aussi, je plaisante. Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer avec vous, Patrick. Non, mais sûrement pas. Vous n'êtes pas là pour ça.
Non, non. Et je vais vous donner un coup de main surtout. Exactement, allons-y. Mais vous savez que c'est un peu la pression pour moi. Allez, Ismaël, au travail. Je suis un piètre jardinier quand même. Hein. Ça fait rien, Il va apprendre. Merci Thomas. Merci Ismaël. À Erignac et au boulot. Au boulot. Ça y est, on est arrivé à Erignac. Bah oui, regardez. Des petits indices qui nous le prouvent. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'artopierre. C'est l'art de sculpter des végétaux. On taille des végétaux comme on en a envie. Donc ça, c'est un peu votre royaume, Patrick. C'est complètement mon royaume. Je passe devant vous. Donc derrière cette porte végétale, on change d'ambiance. Voilà. Voilà, il faut mettre les centilitres au pied des pommiers. Ça évite aux tondeuses d'abîmer l'arbre en passant trop près. S'ils abîment une centoline, c'est moins grave que de blesser un arbre. Un arbre blessé, il est blessé à vie. Je suis impressionné par la virtuosité de ce jardin. Oui, c'est exceptionnel parce que c'est un jardin qui vit, parce qu'il est habité, il est aimé. J'habite cette maison, mes ancêtres l'habitent depuis 500 ans. J'étais baptisé dans la chapelle qui est devant vous. Et au premier étage, j'ai la vue sur ce jardin. Et le matin, je ne peux pas être de mauvaise humeur quand je vois un jardin. Non, ça c'est sûr. J'ai de la chance de rentrer là. N'est-ce pas? Et ça sent bon le feu de cheminée aussi. C'est incroyable d'entrer dans votre manoir. Tous mes ancêtres y sont. Ils me voient, je les vois. Ils m'inspirent. Waouh! En prenant de la hauteur, je trouve que on comprend beaucoup mieux ce que c'est que le jardin à la française. Là, vraiment, ça paraît très clair avec ces lignes de fuite, ces perspectives. Le jardin à la française doit être vu d'une hauteur, il faut le dominer. C'est un jardin d'homme, c'est-à-dire que ça doit être très structuré, rien ne doit dépasser, c'est au millimètre près. Je trouve ça fabuleux de pouvoir admirer l'œuvre qu'on a créée dans sa vie aussi, tous les jours. Je suis très heureux. Ça se sent. Ça vous émeut toujours autant, Patrick, de vous voir? Toujours, toujours. Je suis toujours amoureux, même de plus en plus. C'est une histoire d'amour, un jardin. Uniquement. Si on n'aime pas ça, on va faire autre chose. Ce que j'aime bien dans votre jardin, Patrick, c'est qu'il y a beaucoup de recoins, de petits endroits à découvrir différents. Enfin... Oui, c'est le charme d'un jardin, justement. C'est que toujours des petits coins, on ne s'y attend pas. Et quand est-ce que c'est né cet art du jardin à la française, Patrick? C'est le Moyen-Âge. Et au XVIIe siècle, il y a eu évidemment Versailles. On peut dire que c'est un peu le jardin des rois, alors, d'une certaine façon. Enfin, ici, c'est beaucoup plus modeste. Et quelle philosophie de vie, quelle vision du monde on essaye de transmettre à travers le jardin à la française? Pour moi, c'est l'ordre, c'est la rigueur. Ça raconte un peu une vision du pouvoir masculin dans les siècles passés, quoi. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est ordre, nature à la main de l'homme et domestiqué. Waouh, qu'est-ce que c'est beau ici, n'est-ce pas? Pour moi qui suis un néophyte des jardins, là, je suis estomaqué. C'est vraiment très très beau. Mais il vous a fallu combien de temps pour construire tout ça? Pour un jardin, il faut minimum 20 ans. Minimum. Et ici, l'aventure a commencé quand? En 1965 ou 4. Et c'est votre père alors qui a commencé l'aventure? Qui a fait l'aventure absolument à une petite échelle. Il a agrandi après et puis ça a poussé et tout et tout. C'est une longue histoire. Puis je vois qu'il y a quelques fleurs en plus. Il y a quelques fleurs blanches uniquement. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est l'élégance. Les femmes se marient en blanc, les enfants, quand on les baptise, sont forcément en blanc. C'est l'élégance. Le blanc va très bien avec le vert des gazons et le vert des buis. D'ailleurs, ce mélange vert-blanc, je trouve que vous intégrez très bien dans le paysage, Patrick. Merci. On sent qu'on est chez vous, là, dans votre univers. Oui. Ah, j'adore les grenouilles, là.
C'est vraiment impressionnant tout le travail que ça représente. Hein. Ça demande beaucoup de temps. Tout ce qui est là, ça sort au début d'une intuition créative en quelque sorte. Tout à fait, de mon père, il y a 50 ans, qui a pensé dessiner, redessiner, des maquettes. Enfin, ça n'a pas été fait en 8 jours. Hein. Il a fallu des années pour faire ce jardin. J'ai le plan ici d'ailleurs. Vous voyez? Le plan qui a été fait en 1960. Ah, mais c'est génial ça. Et qu'est-ce qui le poussait comme ça? Il voulait refaire un jardin qui avait été créé au départ au XVIIIe siècle. Il a voulu le remettre en état, c'était pas possible. La végétation avait pris de trop mauvaises habitudes. Il y avait des palmiers, des bambous, choses qui n'ont aucun intérêt. Et il a gardé, s'il pouvait garder, c'est-à-dire les rares bassins, les rares sculptures. Et sinon, il a refait, non pas ce qui était, parce que c'était moche, mais ce qu'il avait envie de faire. Vous pensez qu'il serait fier de voir tout ça? Oui, ça, je suis sûr, il l'est. Et je le sens d'ailleurs. Je le sens à chaque endroit du jardin. J'ai l'impression qu'il est là parce que c'est lui. Je continue son œuvre. C'est beau cette relation-là. Oui, c'est beau. Ouais. J'espère que mon fils fera la même chose avec moi. Je ne sais pas, on verra. Et regardez mes gazons comme ils sont beaux. Ah, c'est magnifique. Hein. On va faire un terrain de golf. Ouais, ou bien on se fait un petit foot là. Ah non, pas ça de peut foot, être sympa. non. Bon, mais pas de polo, hein, ça abîme les gazons. Non, jamais de polo. À quelques kilomètres d'Érignac se trouve un autre jardin tout aussi remarquable, celui de Marquessac. Accroché à son éperon rocheux, il surplombe la vallée de la Dordogne et se fond dans le paysage sur plus de 6 km. Ces 150 000 buis centenaires en font l'un des chefs-d'œuvre du patrimoine naturel du Périgord. Jean Le Moussu est chef jardinier à Marquessac. Il supervise les travaux du domaine depuis 20 ans. On a des changements de couleurs en fonction des saisons, en fonction des heures de la journée. Et c'est ça qui est très, très plaisant dans ce site. Malgré la presque monotonie des plantes, on va dire, puisque tout est fait en buis. Et il y a très, très peu de diversité végétale à Marquessac. Et malgré cela, on a un jardin qui est très, très agréable à la promenade. Bon. Oui, ici, ce soir, ça va être fini, hein, quasiment. Donc, voilà. Comme ça, après, dès lundi, ça permet d'attaquer des intérieurs. Il fallait une végétation quand même assez résistante pour créer ce jardin. Les buis, les cyprès, beaucoup d'essences qui donnent un côté un peu méditerranéen à Marquessac et parfaitement adapté aussi aux conditions locales, puisqu'on est sur un sol calcaire très pauvre en eau. Et c'est ce qui a été réalisé à cette époque-là. C'est une équipe de 5 jardiniers qui s'attelle à mettre ses buis en valeur. C'est celui de gauche là-bas. Aujourd'hui, ils travaillent sur une des créations récentes de Marquessac, le chaos de buis. Les serrer les deux, il faut bien serrer les deux en même temps pour que ça ne brille pas le cadre. Vu de loin, on pourrait s'imaginer voir des blocs de pierre roulés sur un talus. Les jardiniers s'aident d'un gabarit pour tailler au millimètre près. Il faut des années d'expérience pour apprendre à sculpter ces végétaux. C'est ce que l'on appelle l'art topiaire. On est très peu à faire cela en France, donc avec la cisaille, c'est vraiment un outil très peu utilisé maintenant. Et puis parce que du coup on modèle vraiment ce jardin. Marquessac sans ses jardiniers, ça ne pourrait pas être Marquessac. Vraiment, on travaille la nature. On est souvent appelé des artistes. Hein. Donc effectivement, quand on regarde par exemple d'en bas le chaos de buis, on pourrait s'imaginer une œuvre d'art, un tableau accroché au mur. Oui. C'est à Julien de Serval que l'on doit ce jardin pensé pour la promenade. Ce notable, originaire du Périgord, transforme le domaine à la fin du XIXe siècle. Il crée des vues sur la vallée et aménage des chemins ombragés bordés de milliers de buis sauvages. Kléber Rossillon en est l'actuel propriétaire.
J'étais amoureux de ce jardin depuis que j'étais tout petit. Et je disais que les jardins de Marquessac étaient le plus bel endroit du Périgord, avant même de savoir, d'imaginer que je pourrais en être propriétaire. En 1996, il rachète le parc à l'abandon depuis plusieurs années. Il redonne alors au lieu sa splendeur d'antan. Tout était en état sous la végétation. Et il a suffi de se tailler un chemin dans ces allées pour retrouver le charme de la promenade, l'ouverture sur les paysages. Le moutonnement des buis dialogue avec le moutonnement des collines en arrière-plan. Donc c'est toute cette harmonie avec le paysage qu'on développe à Marquessac. Si les buis ont fait la renommée de Marquessac, son massif forestier plus sauvage tranche avec les jardins travaillés. C'est l'un des endroits que préfère Roland Manouvrier. Cet artisan glacier a choisi Marquessac pour y chercher des fleurs d'acacia. On est vraiment au cœur du massif forestier. Nous sommes loin de toute pollution. Et puis c'est une question d'ambiance, parce que du jardin émane quelque chose de particulier, une lumière, des parfums qui en font un endroit, un grand endroit de paix et de sérénité. Elles doivent être cueillies à une maturité particulière qui est là pendant une journée et demie. Et donc c'est très fugace. Pour ne pas perdre l'arôme des fleurs d'acacia, Roland Manouvrier les transforme aussitôt en fleurs cristallisées. L'idée, c'est pas de manger un bonbon sucré. L'idée, c'est de manger quelque chose qui a le goût de la fleur elle-même. Et mon travail sur l'acacia, c'est plus particulièrement pour aller chercher ces saveurs florales, mais aussi ces saveurs mielées. Manger la fleur d'acacia de Marquessac, c'est restituer la balade qu'on a pu faire dans ce jardin. Roland Manouvrier est l'un des rares artisans à travers le monde à parvenir à conserver les fleurs telles qu'elles existent dans la nature. J'aime me lancer des défis. Moi, mon idée, c'était de trouver une solution technique pour que cette fleur, qui normalement est morte et fanée, va rester intégralement intacte pour pouvoir le restituer au mieux à celui qui va avoir le bonheur de goûter ça. Provoquer chez le visiteur des émotions face à la beauté, c'est le pari réussi des artisans de Marquessac. Ces sentiments, c'est aussi ce qu'essaient de faire passer ceux qui façonnent les jardins d'Érignac. Tu le tiens dans ce sens-là, le ciseau? Alors la cisaille, et oui, la meilleure position c'est comme ça, c'est là on va le plus vite et on est le plus précis. La cisaille, tu dis? La cisaille. Et toi, Gilles, tu as appris à tailler ces arbres quand tu étais petit? Alors j'ai commencé tout petit, les jardiniers, chaque été, chaque vacances, chaque week-end, m'ont appris la taille. Et tu te projettes déjà dans la reprise de ce lieu, dans l'idée de perpétuer ce que fait ta famille depuis 500 ans aussi? Je baigne dedans depuis que je suis tout petit, donc ça, forcément, on commence à se faire à l'idée. Je suis la 23e génération, on n'est pas vraiment propriétaire, on passe juste le flambeau, on l'a un petit peu, puis on donne à la génération d'après. C'est que j'ai jamais coupé des arbres comme ça dans ma vie. Hein. Ah bah tu vas voir, les plus beaux arbres de France à tailler. Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous faites là avec le fil? Alors en fait, le fil c'est des cordeaux qui nous permettent de tracer une ligne bien droite sur toute la longueur de l'allée et après de nous donner un point de repère pour tailler le plateau le plus droit possible. Et c'est pour ça qu'on dit tirer au cordeau alors? Exactement. C'est quelque chose qui se fait malheureusement de moins en moins en France. Maintenant, on a plus tendance à utiliser les nouveaux outils technologiques, les cisailles électriques ou thermiques, ce qui va beaucoup plus vite, mais il y a moins de précision et il n'y a pas le charme
d'entendre le bruit des cisailles. Donc nous, on essaie de perpétuer la tradition à Érignac. Bon, bah on va donner un petit coup de main. Bah bien sûr. Allez. Donc tu te mets à hauteur comme ça. Exactement. Ah, c'est pas un facile. coup de cisaille. Faut se faire des muscles. Ça va, je m'y prends bien? C'est pas mal. Bah ouais, t'as vu? Bah oui. Je suis super concentré. Non mais j'ai l'impression de faire de la haute Il couture. vaut mieux. Bah, le problème c'est qu'un moment d'inattention, là, on fatigue un peu, la cisaille penche à l'intérieur, craque. C'est le drame. Et ces arbres, vous les taillez combien de fois par an? Et le charme, c'est ce qui pousse le plus vite, donc on coupe 4 à 5 fois par an à peu près pour que ce soit toujours parfait pour les visiteurs. Avec un nouveau jardinier dans l'équipe, ça va être parfait. Ouais. Attends la fin de la journée. Ah ouais. Mais Gilles, toi, tu as 22 ans. Tu vois, aujourd'hui, on est plutôt dans une philosophie de laisser faire la nature, de lui redonner sa place, d'être le moins interventionniste dessus. Et tu penses quand même toujours le jardin de cette façon, selon la tradition? Si on se met que à fond dans les nouvelles modes de l'époque, maintenant on construit des grands buildings, à ce moment-là, on n'entretient plus les châteaux forts. Il faut toujours garder la tradition et aussi évoluer. Et Érignac a évolué toujours au cours des siècles, mais garder son âme et son essence, c'est pour moi quelque chose de très important. Il faut tout et il ne faut pas croire qu'on maltraite la nature à Érignac. Alors, comment ça se passe? Tout se passe bien? De mon point de vue, oui, mais l'œil de l'expert, alors qu'est-ce qu'il en dit? Pas mal. Voilà, peut-être une petite bosse légère, mais bon, rien à dire. Et combien de temps il faut pour faire toute l'allée des Charmes alors? Pour tailler toute l'allée des Charmes, à 4 jardiniers, il faut environ une semaine. Bon bah on continue. Il nous reste que 250 arbres les gars. C'est ça. Hein? Allez. D'une des allées d'Érignac. Ouais, ouais, voilà. Il y en a d'autres. C'est sûr que sous la pluie, c'est pas le même métier. Hein. Là, ça colle à la cisaille, là, c'est plus difficile. Bon, maintenant, messieurs, nous allons passer à la prochaine étape, c'est-à-dire la taille des côtés, donc des verticales, avec le fil à plomb. Et le but, c'est de déplacer notre fil à plomb et tout ce qui dépasse, on le coupe. Donc voilà, je me mets à peu près comme ça. Cisaille bien droite. Voilà, des bons coups de cisaille francs, secs et bien francs. Voilà. Hop. Alors voyons voir ça. Hop, on est pas mal ici. On a l'air bien, oui. Ah Patrick, ça va? Alors, ça se passe bien? Bah, ça se passe bien. C'est à vous qu'on va demander ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a tendance à être comme ça. Ouais, c'est Gilles. Lui, ah non, c'est ça. Non, c'est moi. J'ai un témoin. J'ai l'œil, oui, là, il n'y a pas de problème, regarde. Ah oui, c'est sûr. Pas besoin d'un centimètre, je le vois tout de suite à l'œil. Mais ça se reprend. Il faudrait que je revienne faire un stage plus longuement. Avec grand plaisir. C'est bien là. Parfait. C'est bien. Il n'y a rien à dire. Ça vous fait plaisir de le voir Ah bah beaucoup, oui. travailler. Regarde, un petit peu plus bas, Gilles. Parfait. Un petit peu là encore, un petit peu. Un peu plus bas, tu vois. Un peu, je le vois tout de suite. Bon, j'imagine que ça doit vous... Ah, ça me fait plaisir. Ouais. Bien sûr. De les voir tailler d'abord, ça me fait plaisir. Quand je les vois brouillons comme ça, j'ai envie qu'ils soient taillés. Je ne supporte pas des choses à tailler. Vous êtes heureux de voir votre fils reprendre le flambeau? Ah, je suis très content, mais c'est une satisfaction extraordinaire. Ça prouve que je n'ai pas perdu mon temps pendant 40 ans. J'ai un successeur. Moi, je suis heureux d'avoir partagé ça avec vous, hein. Vraiment. Merci. C'est toute une vie de travail. C'est votre œuvre, finalement. Ouais. Votre œuvre collective, en plus. Tout à fait. Vous avez tout compris. Il y en a un là. Ben, on va essayer de ne pas couper le plus jeune, de couper uniquement celui qui a fructifié. Une envie collective de faire vivre leur jardin. C'est aussi ce qui a motivé les habitants de la Roque-Gajac. Moi, j'aime bien désherber quand il a plu. Ah oui. Parce que ça vient tout seul. C'est plus facile. Jacqueline est une des bénévoles les plus investies. Ce jardin, auquel elle est attachée un peu comme si c'était le sien, c'est à un autre habitant du village qu'elle le doit.
Gérard Dorin, qui était un haut fonctionnaire de l'OCDE. Et comme il était passionné de botanique, il ne pouvait pas s'empêcher de ramener, parfois dans la valise diplomatique, des petites graines, des petites boutures. Et il en a planté un petit peu partout, à titre d'essai. Et puis à chaque fois qu'il plantait, ça poussait. Gérard Dorin avait compris que le microclimat de la Roque-Gajac l'aiderait à créer le jardin tropical luxuriant dont il rêvait. En quelques années, il parviendra à le réaliser. Un héritage que Jacqueline entend bien perpétuer. Ce jardin, c'est la carte postale de la Roque. On n'est pas blasé, même en tant que Larocquois, on n'est pas blasé. Voilà, on s'émerveille à chaque printemps. Voilà. Non loin de la Roque-Gajac, un autre botaniste a créé son paradis vert. Un morceau d'Asie au cœur du Périgord. Un lieu surprenant que ses actuels propriétaires s'attachent à conserver. Bon, on va prendre le Fargésien Robusta Pingu. Le Campbell. Dominique Laurent et Yvan Marchex sont des passionnés de bambou. Ils sont tombés amoureux de ce jardin. Voilà 2 fois le volume du pot, comme d'habitude. Le sol est de très bonne qualité puisque c'est du limon de la Dordogne, très riche également, donc tout ce qu'il faut pour le bambou, hein, de l'humidité et des éléments minéraux lui permettant de bien pousser. Alors je recouvre, je rebouche, j'arrose bien pour fixer les racines au sol. C'est un jardin dans lequel on a une impression de calme et de sérénité. On est dans un univers mystérieux et en même temps dépaysant. Plus de 250 variétés de bambou se trouvent à Plan-Buisson. C'est la plus grande collection de graminées d'Europe. On y découvre toutes sortes de bambous, du plus fragile au plus rare. Alors ce bambou Philostachys edulis, c'est les plus gros qu'on peut trouver en France. Hein, il peut faire donc jusque 20-25 mètres de haut pour un diamètre de 14-15 cm. En Périgord, tout semble pousser avec aisance. Le climat est propice à toutes les folies paysagères. Au jardin d'eau de Carsac, ces créateurs, inspirés par les nymphéas de Monet, recréent au quotidien des tableaux grandeur nature. Bon, on va commencer à sortir les papyrus. Ceux-là, on les fera plus tard. Les plantes sont d'abord acclimatées dans des serres. Aux premières chaleurs de l'été, elles sont plongées dans les bassins du jardin dont la température de l'eau peut atteindre jusqu'à 30 degrés. Alors là, on vient de planter un papyrus du Nil. Alors il y en a de moins en moins sur les berges du Nil parce que trop de tourisme, trop d'agriculture. On les retrouve beaucoup dans l'Afrique tropicale maintenant, à l'état sauvage. Il y a très peu de jardins aquatiques déjà en France. Donc c'est vrai qu'on jardine avec une barque plutôt qu'une brouette. Tous les jours, il faut maîtriser la nature parce que les rhizomes aquatiques, les feuillages, tout pousse très très vite. Un lotus, ça peut tracer de 8 à 10 mètres par an. Les papyrus, ils peuvent s'enraciner. Donc voilà, on y est tous les jours, il ne faut pas se laisser déborder. Steven continue le rêve de ses parents. Ce sont eux qui, il y a 20 ans, ont dessiné les jardins et les bassins. Partis de rien, ils importent des plantes aquatiques des 4 coins du globe. Nymphéas, lotus, papyrus sont à l'honneur dans ce jardin unique en Périgord. J'aime bien ce côté original et un peu peut-être farfelu au début. Il y a 21 ans, c'était un pari de créer ce jardin ici. On sortait un petit peu des jardins à la française avec les buis taillés en taupière. C'était un pari et j'ai bien aimé ce challenge.
Tu as bien choisi l'endroit pour commencer cette exploration de la Dordogne. Hein. Je suis moniteur d'escalade et de spéléo, donc les falaises, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La rivière, je fais du canoë, on a une base de canoë. Donc les deux réunis, c'est génial. Bon. Allez. Allez, c'est parti. Allez, go. L'Amazonie ici. Hein. Je suis bluffé par la beauté de cet endroit, Laurent. Ouais, c'est magique là. Hein. C'est dingue, les cavités là-haut, là. Oui, mais la Dordogne, elle arrive du Massif central. Là, elle a entaillé les plateaux calcaires. Et donc, elle a créé toutes ces falaises. Je suis content de naviguer sur la Dordogne parce que, tu vois, jusqu'à présent, j'ai vu des jardins, une nature, on va dire, un peu modifiée, modelée par l'homme. Et là, c'est une plongée dans quelque chose de plus sauvage, quoi. Ben oui, alors on a l'impression que ça a toujours été comme ça, parce que c'est très boisé, effectivement, mais il y a un siècle de ça, là, toute la colline en face de toi, là, ben, c'était des jardins, des terrasses cultivées avec de la vigne. Je suis quand même toujours étonné de la capacité d'adaptation et des hommes qu'on voit ici et de la nature avec toute cette richesse. L'homme fait toujours au mieux et puis ben, là c'est un endroit qui est protégé du gel tout le temps, on est plein sud. Donc la falaise elle gorge de chaleur dès qu'il y a du soleil. C'est un énorme radiateur en fait, ce qui permet d'avoir des laitues en janvier. J'adore cette sensation du canoë, là, d'être au ras de l'eau, c'est tout cool. C'est un peu comme le cinéma, on voit défiler les images, c'est parfait. Tout à fait. Et toi, Laurent, on peut dire que tu es un peu un homme des falaises, c'est ta passion, c'est ton travail d'aller sur ces falaises? Effectivement, on fait de la sécurisation de falaises et donc on intervient régulièrement sur les falaises de Dordogne et notamment celles qu'on voit devant nous, là, où on a posé des grillages, des filets, on a fait de la purge, c'est-à-dire enlever des cailloux préventivement. Et donc c'est une autre manière d'appréhender la région, les paysages. On a l'impression d'être le roi du monde un petit peu là-haut. Donc là tu vois la Dordogne, là, elle longe la falaise. Là. Ouais. Elle creuse et elle entaille petit à petit la colline. Et par contre, à l'intérieur du virage, sur notre droite, là, du coup, tous les sédiments et les particules qui sont arrachées plus haut, ben, elles se déposent à l'intérieur du virage. Et donc, c'est ce qui donne les grandes plaines et c'est là où on a les terres les plus fertiles de Dordogne. Donc, les châteaux sont toujours construits sur les falaises face aux terres cultivables, alors? Au niveau médiéval, c'était parce qu'en haut, c'est plus facile à défendre. Et plus tard, on les mettait en haut également, c'était pour mieux qu'on les voit. Et comment il s'appelle, ce château? Donc ça, c'est le château de Castelnau, un château médiéval du XIe siècle qui a servi pendant la guerre de 100 ans. Là, tu vois, en face de nous, là, ouais. Voilà, c'est la Via Ferrata sur laquelle on va aller tout à l'heure, là. On va marcher sur la falaise, là. Voilà. Ça me fait plaisir de voir le château de Marquessac. Ouais, ça c'est la roque Gajac là-bas. Là, c'est encore un point de vue différent. Hein. Bon, la Via Ferrata. Voilà, on est arrivé. Qu'est-ce que vous avez tous avec les falaises et l'escalade ici? Ben, ça fait partie du paysage, la roche et la rivière. Elles cohabitent, elles se creusent, elles se bouchent, elles s'enlimonent. Et donc, ben forcément, c'est là, on en profite et c'est naturel en fait. Voilà. C'est parti, c'est là que les affaires commencent. Waouh!
Alors on rentre bien dans le vif du sujet, hein. Voilà. C'est ma première Via Ferrata, donc dès que j'ai réussi à me détendre, je pense que ça va être vraiment super. Regarde, on n'est pas bien là? Ah si, c'est vrai qu'on est pas mal. Ouais. Et là, on fait passer, hop, le mousqueton et on continue. Et en faisant le moins d'efforts possible. Il faut être feignant en fait. Plus tu es feignant, plus tu vas être à l'aise. Voilà. Super. Donc là, tu regarderas en passant, là, tu as du figuier. Du figuier jusqu'ici? Les oiseaux amènent des graines. Et du coup, le figuier, il résiste super bien à la chaleur. Et donc, il s'installe dans des petites fissures et il va chercher l'eau très très loin. Donc d'une certaine façon, tout le monde est interdépendant. Les oiseaux amènent des graines, la falaise amène le terreau idéal pour que ça se passe, et les plantes peuvent pousser. Voilà. C'est une ode à la vie, quoi. On voit que la vie, elle s'accroche partout où elle peut, elle se bat. Une ode à la vie. Là, en fait, t'es plus qu'un aventurier des falaises, t'es un poète des falaises. Non, non, c'est juste être en accord avec l'endroit où on est. Ouais, mais c'est déjà... c'est beau. Voilà. Très bien. Alors regarde, on va juste faire un truc. Tu vas t'attacher quelque part là. Avec le mousqueton de... Voilà. Ok, tu vas pouvoir te pendre dessus. Wow. Ouais, ouais, vas-y. Allez. Tac, voilà. Et là, regarde sous nous là. Gros vide, on est en surplomb. Ouais, ça se voit. Ouais, on a un gros vide. Voilà, super. Je suis le maître du monde. Ouais. Mais quand même, je me rapproche. Le pont de singe. Et tu te tiens où? Tu marches sur le câble et tu te tiens au câble. Tout ce que j'aime. Voilà. Oh, pop, pop. Très bien. Super. Regarde ce que tu fais. Voilà. Très bien. Hop. Voilà. Ah. Waouh. Tu m'avais pas prévenu, hein. Mais t'as bien fait. Sinon, je serais pas venu. Ce que j'aime bien ici, c'est que tu as peur, tu te demandes ce que tu fais là. La difficulté est passée et là, tu as cette lumière mais délirante sur le paysage. C'est une palette de peintre, c'est fou, c'est un tableau grandeur nature, ça. J'aime bien cette vision de la nature où on est en liberté comme ça. Ouais, puis on la vit. On expérimente physiquement, quoi. Donc c'est bien. Ouais, je vais bien dormir ce soir. Probablement. Merci. La nature, en Périgord, est encore préservée. Ces paysages variés abritent une biodiversité exceptionnelle et pourtant presque invisible. L'homme au filet vert, c'est Benoît Duhazet. Ses journées, il les passe à faucher les pelouses des plateaux calcaires. Benoît est entomologiste. Il étudie et recense les insectes du Périgord. Alors on va attendre un petit peu parce que ça risque de s'envoler un petit peu. On va attendre que ça se calme. Donc là, le petit insecte rouge qu'on voit, c'est une punaise. Voilà, donc il faut savoir que les punaises, ça fait partie d'une famille assez vaste, hein, dans laquelle on va regrouper les cigales, les pucerons, les cochenilles. Il y a à peu près 3000 espèces, un peu plus de 3000 espèces en France. Ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est qu'on va trouver des espèces plutôt méditerranéennes, parce qu'on a des conditions très chaudes, hein, thermophiles. Donc on retrouve à peu près les mêmes conditions qu'en Méditerranée. En Dordogne, les cultures extensives sont favorables au développement des insectes. On n'y recense pas moins de 119 espèces de papillons sur les 260 présentes en France. Benoît s'étonne encore de la richesse de cet univers à l'échelle microscopique. L'entomologie, c'est un monde passionnant.
plein de couleurs, plein de formes, plein de tailles. Et en fait, je crois qu'il faut plus d'une vie pour arriver à faire le tour de toute cette richesse qu'on peut avoir autour de nous. Ces milieux naturels constituent des lieux de refuge pour la faune et la flore. Les insectes pollinisateurs, comme les abeilles, y trouvent de quoi s'y nourrir. Benoît Serré est apiculteur. Il passe tous les jours inspecter ses ruches pour s'assurer que ses abeilles sont en bonne santé. Là, il faudrait contrôler ce qu'il y a dans les vasses. Et après, les petites, il va falloir décaler les cadres et contrôler que tout aille bien. Déjà, l'une des premières choses qu'on regarde, ça va être le couvain. Donc les bébés, voir s'il y a des œufs, s'il y a bien donc du coup une reine qui pond et qui pond correctement. Alors là, vous avez une cellule royale, donc c'est un gros cocon où les abeilles sont en train d'élever une nouvelle reine. Et du coup, vous avez une larve de femelle qui est nourrie avec beaucoup de gelée royale. La reine est marquée pour être facilement repérable. C'est elle la clé de voûte de la ruche. Les ouvrières assurent l'entretien de l'essaim et la fabrication du miel. Quand vous mangez 1 kg de miel, ça veut dire qu'il y a des abeilles qui ont parcouru le tour du monde pour récolter le nectar nécessaire pour le produire. Benoît Serré a aujourd'hui 250 ruches réparties sur différents sites. Je ne déplace pas mes abeilles, c'est moi qui me déplace pour aller à elles, parce que j'ai trouvé des secteurs dans le Périgord où on a une biodiversité assez variée, assez naturelle, avec peu de pesticides, avec peu de pollution. Et ça me permet d'avoir des miels très variés tout au long des floraisons. Elles vont faire au mois de mai le miel d'acacia, qui est doux et délicat. Après, le miel de tilleul, donc qui a un goût assez mentholé, qui est vraiment très bon. Les abeilles jouent un rôle essentiel. Sans elles, les fleurs ne pourraient pas se reproduire. Cet équilibre fragile, où chaque être vivant compte, c'est ce qui intéresse Nathalie Houdin. Cette photographe animalière a fait ses armes en immortalisant les grands mammifères. Aujourd'hui, c'est à un autre genre de safari qu'elle s'adonne. Quand on marche, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Je suis à 2 minutes à pied de chez moi, et puis tout autour, toutes les fleurs de prairie, là, c'est inespéré d'avoir ça vraiment autour de chez soi. Nathalie Houdin s'intéresse en particulier aux orchidées sauvages, dont certaines sont protégées. Alors celle-ci, c'est une ophrys abeille, pas si commune que ça. Elle ressemble effectivement à une abeille. Donc c'est ça qui est génial, c'est une fleur, mais en même temps, elle a l'aspect d'un animal et ça lui sert justement à se faire polliniser. J'ai eu envie de les prendre en photo, et puis après, de manière un petit peu plus, on va dire, c'est un peu prétentieux, mais de manière peut-être un peu plus artistique, un peu plus graphique, en essayant de faire des cadrages un peu différents ou avec des compositions un peu particulières. Le Périgord offre à ceux qui la peuplent sa nature généreuse. Alors, en retour, certains se sont tournés vers une agriculture respectueuse de leur environnement. Waouh. Pas mal. Qu'est-ce qu'on va en faire de toute cette paille, UN? Donc c'est du foin qui vient de chez nous. Donc c'est notre propre ressource qu'on va utiliser pour recouvrir les buts de permaculture. Et donc comme la forêt où les feuilles tombent et recouvrent le sol, et ensuite protège le sol ou nourrit le sol en se dégradant, en formant de l'humus, le foin va agir de la même manière. Donc si je comprends bien, ici, tu recrées ce que la nature ferait naturellement ou tu l'accompagnes? C'est ça. Vraiment l'idée de s'inspirer de la nature. La permaculture, c'est vraiment prendre en compte son milieu naturel, son environnement, et travailler avec ce qu'on a déjà. On la met où alors, la paille? On l'amène la dernière butte là-bas, où seront plantées les tomates.
Donc l'idée, c'est de faire une bonne couche protectrice sur les buttes. Et qu'est-ce que tu cultives ici alors? Évidemment, toutes les plantes aromatiques et médicinales. Ouais. Mais il y a aussi des tomates, les courgettes, les blettes, de la rhubarbe, des kiwanos, des cornichons, des concombres. Ah ouais. Voilà. Il y a vraiment un peu de tout. Ça va être sympa de manger chez toi. C'est ça. Il y a des bons produits du jardin partout. Et je t'inviterai peut-être. Là, si tu ouvres, et quand on va chercher la terre, ce sera une terre bien noire. Voilà, ça c'est une terre qui n'est pas labourée. On est vraiment sur un sol qui est vivant, donc il n'est jamais travaillé, il n'y a jamais d'engin, rien qui passe ici. Ce foin, en gardant l'humidité, va me permettre de me passer de système d'irrigation. Toutes mes plantes poussent sans que jamais il y ait une goutte d'eau hors pluie qui soit rajoutée. Ah oui, dis donc, la terre est toute mouillée. Et puis ça sent la terre, tu vois. Ça sent pas les produits chimiques. C'est ça. C'est une belle philosophie, ça, d'accompagner la vie d'une certaine manière. Exactement. Nous, en tant que vivants, d'être parmi tout ce vivant. L'erreur, c'est de croire qu'on est les plus forts, nous, en tant qu'êtres humains. Or, on fait partie de tout cet écosystème. Et à nous aussi de faire preuve un peu d'humilité. D'ailleurs, le mot humus, le mot humilité vient de la même racine que le mot humus, donc la terre. Et c'est vraiment très important de se repositionner au sein de cette biodiversité, nous, en tant qu'êtres humains. Petite coccinelle. Si je t'écoute, j'ai l'impression que pour toi c'est important de cultiver, de faire pousser des légumes, etc. Mais tu as vraiment une dimension où tu veux préserver aussi la biodiversité, préserver le vivant. C'était l'objectif premier quand j'ai créé Born to be Wild, cette activité de plantes aromatiques et médicinales. J'ai pas un objectif forcément de rendement productiviste parce que finalement le vin joue ce rôle. Oui, parce qu'ici vous avez un vignoble. Hein. C'est ça, on a 25 hectares, dont 12 hectares de vignes. Et toute cette production, alors, elle va où? Toutes les plantes aromatiques et médicinales, je les valorise en mélange d'infusion. Aussi en glace, que je propose l'été. Il va y avoir aussi des ateliers sauvages où je vais montrer un peu aux gens ce qu'on peut récolter de manière sauvage, comment les conserver en lactant fermentation, et aussi beaucoup de déjeuners sauvages qu'on propose l'été. C'est pour ça que je suis venu, moi, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, je voulais découvrir ce que tu fais ici et puis goûter à cette cuisine-là, quoi. Bon, ben, on fera ça demain, alors. Avec grand plaisir, ouais. Super. Qu'est-ce qui se passe, Hélène? En fait, nos 3 moutons là se sont échappés, donc il faut qu'on aille. On va les chercher? Ouais. Si toi tu fais le tour par là, moi je vais aller par là et il y a Florent qui doit arriver normalement. Ils sont là. Voilà, allez. C'est ça la campagne aussi? Oui. Tu les as fait partir dans le mauvais sens. On va les récupérer. Ismaël le berger. Ismaël, en fait, plus t'avances, plus elles vont avancer. Ah ouais? Donc là, elles sont à leur sortie de Combriac, là, elles sont sur le chemin, la route. Tout le village est mobilisé pour tes animaux. On a trouvé du renfort. Bon bah, au barbecue ce soir. Hein. Bon, mais chouille. Hein? Bravo Flo! Tu crois qu'elles vont rentrer à la maison? Je crois pas, hein? Faudrait peut-être boucher l'entrée du voisin, non? C'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Ça, je pense que ça va durer un moment. À mon avis, on va repartir, elles vont relonger la huenne. Comment on se positionne? En fait, ce qu'il faut, c'est jamais se mettre devant. Ouais. Ne pas courir de derrière. Ouais. Ça, c'est idéal. Et puis après, il y a tout doux, et après, elles vont marcher devant nous. D'accord. Ils sont restés bloqués dans le coin, là, pour l'instant. Oh, attention. On va y passer la soirée, là.
C'est basque hein, quand même comme race, hein, donc tu sens le tempérament. Elle s'enfuit souvent comme ça? Bah non. Ok, Florent gère la situation, il va régler tout ça. Vous avez l'habitude, j'imagine, quand tu vis à la campagne, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Ouais, c'est vrai que c'est toujours difficile de planifier nos journées parce qu'il y a toujours un imprévu, un tracteur qui tombe en panne, voilà, avec des animaux qui s'échappent. Et c'est vrai qu'on est aussi toujours en train d'apprendre et de faire des erreurs et voilà, d'essayer de faire les choses au mieux. C'est agréable ici, hein. Ça, c'est vraiment la carte postale que je garderai du Périgord avec toutes ces vallées vallonnées, vertes et très rurales, quoi. Très campagnardes. Puis ce côté paisible aussi, là. Ouais. À quel âge t'as commencé, toi, l'agriculture? J'avais 36 ans. Donc c'était il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans. C'est vraiment une reconversion. Je n'étais pas du tout destinée à ça, puisque moi je suis diplômée d'une école qui enseigne le droit européen. Concrètement, je rédigeais les textes de loi pour les passer au gouvernement pour protéger la nature. Quand tu écris des textes de loi, tu ne vois pas forcément les effets ou de manière très lointaine, il y a des procédures, c'est très lourd. Et j'avais à un moment cette frustration et j'avais besoin aussi de modifier ou d'avoir un impact, mais directement, de manière très concrète et de manière très tangible. Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça. Alors le premier jour, on met les bottes et on a laissé la ville derrière soi, on se sent comment? On se sent bien, très bien, et puis on se sent vite très démuni parce que voilà, c'est un travail et on peut se sentir parfois dépassé. C'est pas simple, quoi. Par la nature, en fait, qui est là et qui a une puissance et un pouvoir énorme. Et nous, on est des petites choses parmi tout le reste. Donc voilà nos licornes. On les a parquées dans un enclos. Bon bah ça va, elles ont l'air rassurées là, les brebis. Ah ouais, elles ont l'air bien. Cool. Et quand je te vois là, je mesure quand même le chemin parcouru entre le Parlement européen à Bruxelles et la vie à la campagne. Hein. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais des chèvres et des moutons, je pense pas que j'aurais signé direct. À l'image de Huyenne, d'autres périgourdins s'engagent pour la protection de la nature. Bon, du coup, là, on va au Mirandol. Et ensuite, on va passer par l'adresse. C'est en ville que Fanny et Emmanuel ont choisi d'agir. 3 fois par semaine, elles font la tournée des restaurants de Sarlat. Elles y récupèrent les restes alimentaires. Bonjour. Salut. On vous a préparé les seaux. Ok. À la prochaine. Merci. Bon service. Au commencement, on a travaillé dans la restauration toutes les deux. Donc on a vu tous les déchets organiques qui partaient dans la poubelle et pour nous, c'était pas possible. Il faut valoriser ces déchets. Du coup, l'idée est venue de là. Bonjour. Ça va? Les 2 femmes viennent à peine de lancer leur projet. Mais déjà, avec 5 restaurants, elles récupèrent 250 kg de matière organique par semaine. De la matière qu'elles vont transformer en compost dans leur jardin partagé installé au cœur de la ville. Coucou. Hop. Donc là, ça fait 13-15. C'est toujours le samovar. On va pouvoir commencer à vider? Ouais. C'est pas mal le compost aussi, parce que ça fait vraiment prendre conscience du gaspillage alimentaire. Du coup, ça peut peut-être aussi les faire réfléchir sur les doses ou les choses comme ça. On mélange en fait avec du broyat de bois, parce que quand on composte, il ne faut pas mettre que des matières organiques, parce qu'en fait c'est très humide, et sinon ça va fermenter. Donc ça va produire du méthane, et ça ne sera pas bien composté. Moi aussi. Fanny espère développer l'activité du jardin. À l'avenir, elle veut créer un potager solidaire et animer des ateliers de formation au compost.
Ben moi, ce qui me motive, c'est vraiment réduire les déchets et faire apprendre à voir les choses autrement et en faisant du bien à la planète. Faire évoluer les mentalités, penser l'agriculture autrement, c'est aussi le pari que se sont lancés Patricia et Philippe. Dans leur serre, les légumes ne poussent pas en pleine terre, mais hors sol, dans une eau enrichie en nutriments. C'est ce qu'on appelle l'hydroponie. La plante ne doit pas aller chercher ses nutriments comme c'est le cas dans la terre, mais va directement avoir les nutriments qui arrivent à disponibilité, ce qui va développer des plantes avec des systèmes racinaires extrêmement développés au cours du temps. Donc voilà, on recrée un terroir et chaque terroir hydroponique sera différent selon les choix d'équilibre du producteur. Leur micro-ferme, Patricia et Philippe l'ont construite eux-mêmes avec des matériaux de récupération. Tout est pensé pour faciliter le travail. C'est le choix de pouvoir être accessible à des personnes qui ont plus de 50 ans et qui n'ont pas forcément la force nécessaire pour travailler la terre comme le font les anciens. Donc ici, tout est ergonomique, tout est à niveau et on peut vraiment semer des centaines, voire des milliers de plants en quelques minutes. En hydroponie, on produit beaucoup plus facilement. Et ce n'est pas le seul avantage. Cette forme d'agriculture est aussi respectueuse de l'environnement. C'est cet aspect écologique qui a séduit Philippe et Patricia. Ils ont fait le choix de n'utiliser aucun traitement. Notre pari est de pouvoir prélever n'importe quelle feuille à tout moment et vous fournir un mesclin, un végétal que vous pouvez directement mettre en bouche, vous, vos enfants, sans aucun risque. À leur niveau, ces hommes et ces femmes se mobilisent pour préserver la nature. Adrien Soro poursuit le même but. Juste ici, mon grand, tu vas avoir donc la menthe sauvage, très importante pour la pâtisserie. Là, la marjolaine pour les apéritifs. Et celle-ci que tu connais pas, l'oseille sauvage, qu'on va utiliser sur notre foie gras. Chaque matin, le chef étoilé a le même rituel. Il collecte des herbes fraîches dans le parc de son restaurant. Nous, selon les saisons, on arrive à avoir entre 5 et 15 herbes sauvages différentes. Il y a juste à se baisser, à ramasser, à être curieux. Pour mes herbes, bien sûr, il est hors de question que je fasse venir des herbes qui viennent de Hollande en atmosphère contrôlée avec des beaux films plastiques. Et donc, les herbes, on s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'on goûte énormément, on fait beaucoup de petites balades dans la nature pour pouvoir apprendre, connaître. Le secret de notre métier, je pense que c'est d'être curieux et goûter en permanence. Adrien Soro est tombé amoureux de la Dordogne. Alors, chaque jour, il s'attache à lui rendre hommage. Table 7, messieurs, on aura 2 couverts, 2 dégustations avec 2 betteraves, 2 foie gras, 2 maquereaux, 2 ronds pour finir, 2 truffes. Oui, chef. Bon service, messieurs, dames. Merci. En cuisine, il travaille uniquement des produits locaux et de saison. La gelée de cosse de petits pois. Et ici, les petits pois à la française. Et donc là, on va utiliser vraiment les plus petits pois qui sont les plus sucrés et les plus tendres. Bien sûr que c'est la nature qui nous donne toutes nos idées et ça ne peut pas être autrement en fait. C'est pour ça qu'on a choisi de se mettre au milieu de 17 hectares de forêt, quoi. Nous, on a la chance de vraiment tout avoir sur notre terroir. Et puis après, là, c'est mon boulot à moi qui rentre en jeu. Et on va voir ce qu'on est capable de faire avec tout ça, quoi. Waouh, elle est belle cette prairie. Ben voilà, en fait, je t'accueille dans mon vrai garde-manger. Et écoute, on va essayer de cueillir des choses qui vont agrémenter notre déjeuner sauvage. Et alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Derrière toi. Tu peux toucher et sentir. Qu'est-ce que ça te rappelle?
Ah, ça sent le fenouil. Oui, c'est ça c'est du fenouil sauvage. Donc c'est comme notre fenouil cultivé, sauf que tu n'auras pas le gros bulbe au bout. Moi, j'utilise ceci pour aromatiser mes saumures pour mes fermentations. Et après, quand ça monte en fleurs, on peut utiliser les fleurs pour aromatiser les desserts. Puis ensuite, tu récupères les graines pour l'utiliser comme condiment. Donc tout s'utilise, quoi. Mais oui, à toutes les saisons. Et on va en profiter aussi pour prélever la marguerite, qu'on va aussi préparer en déjeuner sauvage. J'avais pas idée qu'on pouvait manger des marguerites. Moi. Voilà, tu peux manger les marguerites quand elles sont encore à l'état de bouton. Quand c'est très très bien fermé, tu peux les utiliser, les mettre dans du vinaigre et les utiliser comme des capres. Ça fait des pickles de boutons de marguerite. Ah, c'est original ça. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les fleurs et je vais en faire des beignets. Après, ce qui est très important dans la cueillette sauvage, c'est d'être sûr de savoir identifier les plantes. Il y a des plantes qui sont toxiques, voire mortelles, et une confusion reste possible, par exemple entre l'ail des ours et le muguet. L'ail des ours, c'est très bon gustativement, hein, c'est délicieux même, et c'est vrai que ça peut être confondu avec le muguet, donc, qui, elle, est toxique, voire mortelle. D'accord. Donc, une erreur pouvant être fatale, il vaut mieux vraiment être sûr de son coup. Et donc on ne part pas en cueillette sans être certain de ce qu'on a cueilli et d'avoir identifié la plante en question. Il est beau notre panier là. Il est pas mal. Voilà, on va vider le petit panier. Le fenouil. Il y a encore des petites marguerites en dessous. Voilà. Bah écoute Ismaël, regarde, j'ai sorti de mon cellier mes petits trésors sauvages. Donc là, c'est toutes les fermentations que je fais avec des plantes sauvages. J'utilise la méthode de lactofermentation, qui utilise des bactéries lactiques qui sont présentes dans la nature, sur les plantes, sur tes mains, vraiment dans notre environnement. Et ça va tuer tous les micro-organismes pathogènes dont on n'a pas envie. Et ça va permettre de pouvoir conserver les plantes pendant au moins une année. Je t'avais parlé des boutons de marguerite. Ah voilà, c'est ça. Ce sont des boutons de pissenlit conservés en pickles. Je vais te faire goûter autre chose. On dirait des glands ou des dattes c'est ça. fermentées. Regarde, c'est des glands de chêne en pickles. Ah bon? Et donc on fait fermenter tout ça et ça va évoluer de manière olfactive très forte. Ah ouais, bah ça je le sens déjà. Ça fait pas hyper envie, je te le gâche. Je sais. C'est un aliment qui est finalement très riche et très nourrissant, qui pousse à foison ici à Combriac, mais partout en France. Et c'est une ressource, une disponibilité alimentaire immense. Alors ça, franchement, bah, je vais goûter. Hein. Goûte. Là, on est en mode pickles. Waouh, c'est extraordinaire ça. Ça a la texture un peu, tu sais, des châtaignes, je trouve, un peu farineuse comme ça. Et après, il y a ce goût très 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 vinaigré, un petit peu sucré en arrière-goût, je trouve. Et la fermentation, c'est une technique millénaire, ancestrale. Et puis c'est dans toutes les cultures, non? Toutes les civilisations. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît et qu'on aime, la bière, le pain, le vin, le fromage, c'est de la fermentation. Je découvre un autre monde culinaire, là. Je suis épaté. Non, c'est chouette. Donc Ismaël, je t'ai préparé un déjeuner sauvage. Donc les marguerites qu'on a récoltées, j'en ai fait des beignets avec une pâte à base de pétillant de frêne. Et on peut tout manger dedans? Oui, tu peux tout manger. Alors ça aussi, c'est étonnant. Mais là, c'est plus la texture. Oui. C'est qu'il y a le beignet, plus après la fleur, elle apporte une touche très salée au beignet. Oui. C'est fou, c'est vraiment tout un univers gastronomique. Moi, je pensais dans le Périgord que je mangerais beaucoup de canard. Eh oui. Et finalement, non. Je mange comme un canard. C'est ça. C'est une belle expérience. Hein. Avec plaisir, Ismaël. Ouais, reviens cet été alors au déjeuner sauvage. Avec grand plaisir, ouais, vraiment, franchement. Merci, Ismaël. Eh bien, c'est ici que se termine mon voyage autour d'une bonne table, ce qui n'a rien de désagréable. Alors, franchement, quelle aventure quand même ces échappées belles dans le Périgord. J'ai croisé des bâtisseurs de châteaux, un berger qui parle en latin, des jardiniers à la française issus de 23 générations de sculpteurs de végétaux, un poète des falaises, et puis des pionniers, Huenne et Florent, qui tentent de réinventer le lien qui nous unit à la nature.
Et comme chaque histoire a sa morale, ce que je retiens moi de ce voyage dans le Périgord, c'est que tous ces gens, si différents, arrivent à vivre côte à côte malgré leur approche très variée du lien entre l'homme et la nature. Si l'art de vivre périgourdin vous manque, vous pouvez revivre mon voyage sur le replay. Et puis si vous voulez venir rencontrer UN, Florent et toutes celles et ceux qui m'ont accueilli, vous retrouverez toutes leurs adresses, tous les bons plans sur les réseaux sociaux d'Échappée Belle. Allez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures les amis, au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt. À bientôt. Tchau, 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 tchau.